Donc bonjour à tous, bienvenue sur la conférence Les métiers du travail en inspection du travail. Donc c'est une journée qui est consacrée au métier de l'inspection du travail. Donc cette conférence va être animée par Monsieur Laurent Perrin qui est en section d'inspection à La Rochelle. Je serai le modérateur de cette conférence. Donc, n'hésitez pas, à utiliser la fonction chat de l'outil, soit pour poser des questions que je ferai remonter à la fin de la conférence à Monsieur Perrin, ou bien pour éventuellement faire part de vos difficultés que j'essaierai de régler en cas de problème. En tout cas, je vous souhaite une excellente conférence avec Monsieur Perrin. Et puis, n'hésitez pas à aller voir d'autres conférences dans le cadre de la quinzaine de l'emploi public. Donc, Monsieur Perrin, la parole est à vous, car nous avons vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur les métiers d'inspecteur du travail. Merci à vous. Merci Madame Malherbe. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Laurent Perrin, je suis responsable de l'unité de contrôle de La Rochelle, donc d'une équipe d'inspecteurs du travail et d'assistantes, 10 inspecteurs du travail, inspectrices du travail et 4 assistantes. Donc, on m'a demandé de vous présenter le métier et les modalités d'accès à l'inspection du travail en section dans le cadre de la semaine de l'emploi public, de la quinzaine de l'emploi public, pardon. Dans un contexte particulier aussi du point de vue du ministère du Travail, puisqu'on a un renouvellement important du corps de l'inspection du travail à faire dans le cadre d'un nombre important de départs à la retraite, et qu'aujourd'hui, on recrute beaucoup d'inspecteurs du travail. C'est un concours qui est plus accessible qu'il n'a pu l'être ces précédentes années, dans la mesure où on recrute plus de places sont ouvertes au concours. Donc, l'année dernière et cette année, 200 places sont ouvertes au concours. Donc, le temps qui m'est imparti est assez court pour vous présenter à la fois les profils recherchés, des éléments sur le métier, les modalités d'accès et la formation. Je vais essayer de tenir en une quarantaine de minutes pour laisser la place aux questions. Et je mets mon chronomètre, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, comme l'a dit Madame Malherbe, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre au maximum. En commençant par les profils recherchés, voilà les éléments que je peux vous dire. Donc, la première d'appro, c'est vous êtes curieux, mais en fait, le principal, c'est vous êtes motivé. Motivé par quoi? Par la question sociale, par la question de l'effectivité du droit du travail. Le métier d'inspecteur du travail, c'est d'assurer l'effectivité de l'application des règles du Code du travail dans les entreprises. C'est faire bouger les lignes et ça demande clairement une motivation importante dès le début. Néanmoins, il faut être curieux. Il faut être curieux parce que les inspecteurs du travail sont confrontés à des tas de situations de travail différentes, des tas de process dans les entreprises qui supposent de s'intéresser, même si on a un profil administratif de juriste, etc., à la réalité concrète des situations de travail, à des engins, à des machines, à des locaux de travail pour déterminer s'ils respectent ou non les dispositions réglementaires applicables. Dans cette diapo, exercer un métier de terrain qui implique de comprendre l'entreprise dans sa globalité. Les éléments importants, à mon sens, sont la partie terrain. Donc, l'inspecteur du travail est un cadre A de la fonction publique, mais beaucoup de cadres A de la fonction publique font dans leur geste métier des réunions pour mettre en œuvre des politiques publiques, gèrent des budgets, gèrent les ressources humaines d'une administration, gèrent les moyens d'une administration. Là, c'est un cadre A de la fonction publique qui est sur le terrain, qui est dans les entreprises, sur tous les lieux de travail, dans les chantiers du bâtiment, pour déterminer, pour vérifier la correcte application des dispositions du Code du travail. Donc, c'est un métier de terrain. Un métier de terrain qui implique de comprendre l'entreprise dans sa globalité. Le système français d'inspection du travail est ce qu'on appelle un système généraliste. Généraliste qui s'oppose à spécialiste. Et finalement, le mieux, c'est de le prendre par l'exemple inverse. Un système spécialiste qu'il y a dans d'autres pays, c'est que dans d'autres pays, vous avez pas un seul interlocuteur pour l'entreprise et pour les représentants des salariés et les salariés, vous avez plein d'interlocuteurs différents selon les thématiques. Vous avez des personnes avec des profils plutôt techniques qui vont s'intéresser à la question de la sécurité au travail. Vous avez des personnes avec des profils plutôt juridiques qui vont s'intéresser à, je ne sais pas, la rémunération, la question des congés, la question de la durée du travail. Et selon les problématiques, qui vont être différentes selon les États, les salariés, les entreprises auront différents interlocuteurs. Le système d'inspection du travail à la française, c'est un système
Généraliste, ça signifie que l'entreprise a pour l'ensemble de ces sujets en relation avec le Code du travail un seul et même interlocuteur, un inspecteur du travail. Et il en va de même pour les salariés et les représentants des salariés. Donc c'est la même personne qui va gérer les questions de contrat de travail, les questions de rémunération, les questions de santé sécurité au travail et les questions de représentation du personnel dans l'entreprise, pour ne prendre que quelques thématiques. Donc ça permet aussi, c'est l'un des vrais avantages de cette conception généraliste, c'est pour les entreprises et les usagers, les salariés, les représentants du personnel, ils ont un seul interlocuteur. Et pour l'inspection du travail, elle a une compréhension globale de l'entreprise. Elle peut percevoir l'ensemble de ses enjeux, ce qui peut l'aider à prioriser son action. C'est-à-dire, sur telle entreprise, l'enjeu est-il plutôt la question de la représentation du personnel ou est-il plutôt la question de la santé-sécurité au travail? Et dans les enjeux de santé-sécurité au travail, est-ce que c'est plus tel aspect ou tel aspect qu'il faut prioriser dans le cadre de la politique de contrôle? Dans les profils recherchés, le sens du dialogue et de l'écoute, puisque l'inspecteur du travail est l'interlocuteur des employeurs, des salariés, des représentants du personnel qui vont venir vous exposer leurs problématiques. Et donc, il est en lien avec de très nombreux acteurs du monde économique. Le sens de dialogue et de l'écoute, l'inspecteur du travail, il est l'interlocuteur des employeurs, des salariés, des représentants du personnel, et il est en quelque sorte au milieu de ces différents protagonistes. Il va les entendre les uns les autres à différents moments. Donc le sens de l'écoute est important, en particulier lorsque des salariés viennent vous présenter des difficultés qu'ils rencontrent graves, des apprentis qui subissent des sévices, des personnes qui sont victimes de harcèlement moral. Peut-être plus que l'écoute, l'écoute, ça ne veut pas dire croire tout le monde sur parole, ça signifie entendre les arguments des uns et des autres, mais voilà, écouter, ça ne veut pas dire croire les uns et les autres sur parole. En fait, le métier d'inspecteur du travail, c'est l'exercice perpétuel du contradictoire, c'est-à-dire qu'il est perpétuellement confronté à la thèse, la version d'un des protagonistes, et à l'antithèse, la version d'un des autres protagonistes, voire des fois à de multiples thèses s'il y a plusieurs, par exemple, obédience syndicale dans l'entreprise. Cet exercice du contradictoire, il trouve presque son illustration topique dans l'enquête contradictoire, justement, qui a lieu dans le cadre des autorisations de licenciement des salariés protégés. Pour faire court, les représentants du personnel, membres du comité social et économique, les délégués syndicaux, bénéficient de par la loi du fait qu'ils s'exposent à dire des choses désagréables à l'employeur, c'est-à-dire à porter les revendications et les réclamations des salariés, à des mesures de rétorsion de la part de leur employeur, ce qui fait que la loi leur attribue une protection exorbitante du droit commun. Il ne peut les licencier qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Donc l'inspecteur du travail va faire une enquête contradictoire, l'employeur va lui demander de licencier tel salarié qui, par exemple, pour faute, parce qu'il a commis tel acte répréhensible qui est grave et qui justifie pour l'employeur son licenciement, et l'inspecteur du travail va entendre le salarié qui va pouvoir lui expliquer potentiellement que les faits qu'on lui reproche, c'est pas vrai, les faits qu'on lui reproche, oui, il les a commis, mais dans un contexte particulier qui les justifie ou qui les explique. Et l'inspecteur du travail, en utilisant ses prérogatives, en faisant son enquête, va se faire sa position et pouvoir déterminer si, en l'occurrence, les faits qu'on reproche au salarié sont établis ou non établis, sont imputables au salarié, sont fautifs et sont suffisamment graves pour autoriser le licenciement du salarié. Voilà. C'est typiquement la situation dans laquelle on est un peu entre la thèse et l'antithèse. Dans les profils recherchés, le sens des responsabilités et du service public, il faut une forte réactivité et des capacités à décider. Dans le métier d'inspecteur du travail, il y a vraiment besoin d'une faculté à analyser les enjeux, à arrêter une stratégie pour faire face aux différentes situations et déterminer comment on va obtenir le résultat qu'on veut obtenir, à prendre des décisions, à être en capacité de justifier de ses choix. L'inspection du travail, on va y venir un peu plus loin, dispose de nombreuses prérogatives, notamment d'une liberté sur les suites qu'il peut donner à ses contrôles, mais ce qui suppose aussi de la responsabilité, parce que si on choisit de faire ça plutôt que l'inverse, il faut le faire pour des raisons utiles. Voilà un peu les quelques éléments que je peux vous donner sur le profil. Le métier lui-même, c'est un métier utile au cœur du monde du travail, qui comporte en termes
de particularité, qu'il y a beaucoup de relations humaines et de pédagogie. Donc, comme je vous l'ai dit, l'écoute tout à l'heure, le dialogue et de la pédagogie vis-à-vis des représentants du personnel pour leur faire connaître leurs droits et leur expliquer comment ils peuvent exercer leurs prérogatives, mais aussi vis-à-vis des employeurs pour leur expliquer que la situation qu'on constate dans l'entreprise n'est pas conforme au Code du travail, mais que les règles du Code du travail, elles ont été prises pour telle et telle raison, que c'est pour éviter des accidents, c'est pour éviter telle chose, etc. Donc, beaucoup de relations humaines pédagogie, c'est assez évident. Une très grande diversité des situations de travail, ça me paraît très important d'insister là-dessus, parce que ça se cantonne pas aux situations de travail. C'est un métier où il n'y a pas de routine, on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a de la diversité partout. Diversité partout sur les entreprises que l'on contrôle, de la plus grande à la plus petite, qui vont être dans différents secteurs d'activité, alors primaire, tertiaire, secondaire, bien sûr, mais aussi, même dans l'industrie, construire un bateau, c'est pas la même chose que transformer des poissons en poissons panés. C'est des processus complètement différents et on peut être dans le médico-social, voilà. Alors, on a une variété d'entreprises et de procédés de travail qui sont extrêmement différents et c'est très, très, très divers et très intéressant globalement. Mais cette diversité ne se cantonne pas aux situations de travail. C'est aussi une vraie diversité des problématiques. Le Code du travail est très, très large. Il y a différentes parties. Donc, vous allez avoir à la fois l'inspecteur du travail, il va à la fois faire des choses sur la partie contrat de travail, le recours au contrat de travail à durée déterminée, à l'intérim, est-ce qu'il est justifié, les questions de droits disciplinaires dans l'entreprise avec le règlement intérieur, est-ce que les droits de l'homme dans l'entreprise sont, les règles qui sont édictées dans le règlement intérieur sont conformes ou non. Il va travailler sur les institutions représentatives du personnel pour vérifier que les institutions qui doivent être mises en place sont mises en place et fonctionnent correctement. Il va travailler sur les questions de rémunération, de durée du travail, donc de conditions de travail globalement, sur la santé et sécurité au travail, sur la lutte contre le travail dissimulé. Donc un nombre de problématiques absolument voilà, très très important. Aussi intéressant à mon sens, une diversité dans les méthodes de raisonnement. Le droit du travail est un droit autonome, mais qui emprunte aux diverses branches du droit. Et pour le métier d'inspecteur du travail, il y a deux branches du droit qui traversent complètement la problématique, c'est le droit administratif et le droit pénal, avec bien sûr en filigrane la procédure administrative et la procédure pénale. Droit administratif, c'est assez clair et logique. L'inspection du travail est une administration, elle prend des décisions administratives et donc elle applique le droit administratif sur les règles contradictoires, sur l'exigence de motivation, sur tout un tas de choses et on applique le droit administratif dans les recours qui peuvent être faits, recours administratif, recours devant le tribunal administratif, etc. Mais c'est aussi une autorité administrative dont la mission consiste à constater des infractions et à les relever par procès-verbal. Donc on rentre dans un processus à l'inverse judiciaire qui va devant le tribunal judiciaire et le tribunal correctionnel, devant les procureurs. Donc on rentre dans des logiques de droit pénal qui sont très différentes de celles du droit administratif et c'est deux logiques très différentes, très complémentaires, qui sont très riches. On ne manie pas les mêmes concepts au quotidien. Voilà, c'est divisé dans les exercices. Bien sûr, comme l'indique la diapo, une mission essentielle de contrôle dans les entreprises avec des visites, des contre-visites pour s'assurer que les demandes qui ont été faites à l'issue de la première visite sont bien mises en place, mais aussi des enquêtes. Alors, je vous ai parlé d'une enquête sur le licenciement des salariés protégés, mais des enquêtes aussi, par exemple, sur des accidents du travail graves et mortels. Lorsque un accident du travail grave et mortel se produit, les services de police et de gendarmerie contactent l'inspection du travail qui se rend sur place et procède au constat pour déterminer si l'accident du travail grave ou mortel a pour source une infraction commise par l'employeur au droit du travail, à la réglementation sur l'hygiène, la santé et la sécurité au travail qui est prévue par le Code du travail. Aussi tout un exercice de décision. Le Code du travail prévoit des règles et des facultés de dérogation pour les entreprises, mais des dérogations qui ne se font pas, l'entreprise déroge elle-même. Elle doit demander à l'administration de l'autoriser à déroger à une règle. Alors, il y a des pouvoirs que l'inspecteur du travail dispose en propre, par exemple l'interdiction du travail des mineurs de moins de 16 ans. Il y a une dérogation qui est prévue pour les mineurs de 14 ans pendant les vacances scolaires, qui est présentée devant l'inspecteur du travail, qui décide, au vu des conditions, si compte tenu des horaires, compte tenu de ce qu'on va lui faire faire, etc., il autorise ou non le mineur de moins de 14 ans à travailler pendant la moitié des vacances scolaires.
Il y a aussi des décisions qui sont prises par le directeur régional, le DRETS, et qui peut déléguer ses pouvoirs au niveau du DETS et du responsable de l'unité de contrôle, sur tout un tas de choses, des dérogations à la durée du travail, aux 48 heures maximales hebdomadaires prévues par le Code du travail. Bon, il y a une possibilité de déroger jusqu'à 60 heures sur autorisation du DRETS et moyennant que les conditions prévues par le Code sont remplies. Donc ça, l'inspecteur du travail va instruire la demande et proposer au DRETS de prendre une décision d'autorisation, de refus. Voilà. Par exemple, on a ça sur le sujet de la durée du travail, on l'a aussi sur des sujets santé-sécurité au travail. Par exemple, il est interdit d'employer des intérimaires ou des salariés sous contrat à durée déterminée pour l'utilisation de certains procédés dangereux comme l'acide fluorhydrique. L'inspecteur du travail va se rendre dans l'entreprise suite à sa demande, déterminer si les conditions d'intervention telles que prévues par l'entreprise sont conformes pour permettre, voilà, si les conditions sont réunies pour permettre d'autoriser cette dérogation. Pardon, il y a d'autres éléments que je n'ai pas évoqués. Des décisions à prendre dès la prise de poste, je vous ai parlé de ces décisions. Un travail alternativement en solitaire et en équipe. L'inspecteur du travail, il mène ses contrôles, il a beaucoup d'autonomie, mais il fait partie aujourd'hui d'une unité de contrôle, c'est-à-dire un collectif de travail en gros, entre 8, 6 et 14, 15, 16, selon les départements, agents de contrôle, avec des assistantes aussi. Et à l'intérieur de cette équipe, il y a des profils différents, il y a des appétences différentes, il y a des compétences différentes, des expériences aussi, des gens qui débutent, des gens plus anciens différentes. Et ce collectif permet de trouver aussi les ressources internes pour des choses qu'on connaît moins, sur lesquelles on n'a pas l'expérience, et qui permettent d'échanger et de mener aussi des actions collectives lorsque il est décidé collectivement que les enjeux sur une problématique, sur un territoire, nécessitent d'agir collectivement ensemble sur une campagne de contrôle sur tel et tel sujet. Un métier qui est au cœur des débats de l'actualité politique et sociale. Oui, clairement, au-delà de la question du droit du travail, il y a dans le droit du travail des droits fondamentaux des travailleurs, mais vous avez aussi des questions qui dépassent la question du droit du travail, les questions de dumping social entre les différents États de l'Union européenne par rapport aux problématiques de détachement des travailleurs d'entreprises étrangères qui viennent détacher des travailleurs en France pour exécuter une prestation. Bon, la question de savoir si, lorsqu'ils interviennent en France, ils sont bien payés comme le serait un salarié français. Ils ne font pas de durée excessive par rapport à celle qu'aurait un salarié français, etc., est déterminante sur les questions de dumping social d'entre les entreprises des différents États membres. De même, la question de la lutte contre le travail dissimulé, c'est à la fois préserver les droits du travailleur qui peut accéder à une protection sociale, cotiser pour sa retraite, avoir une assurance maladie pour lui et pour sa famille, mais c'est aussi préserver le modèle social français, puisque les questions de finances de notre système de protection sociale sont aujourd'hui prégnantes. Hop là. Les missions essentielles de l'inspecteur du travail, elles sont définies par une convention de l'Organisation internationale du travail, donc un texte qui a une valeur supralégale. Et il y a deux missions essentielles: assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et fournir des informations, des renseignements aux employeurs et aux travailleurs. Donc organisationnellement, ça a fait l'objet de deux services divers dans nos organisations. On a un service de renseignement qui s'assure de renseigner les usagers, employeurs, salariés, sur leurs droits et leurs obligations. Et de l'autre côté, la partie contrôle est assurée par les inspecteurs du travail en section d'inspection, qu'on nomme aujourd'hui agents de contrôle. On est chargé de l'application de l'ensemble du Code du travail, mais le ministère du Travail définit à l'intérieur de ses missions des priorités, donc qui ont été nouvellement arrêtées cette année, qui correspondent aux enjeux majeurs de l'inspection du travail. Donc ces missions socles aujourd'hui sont de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, je vais y revenir, de lutter contre les fraudes, donc le travail dissimulé, la fraude à l'activité partielle, la traite des êtres humains, etc. La réduction des inégalités, notamment l'exigence de non-discrimination et les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la protection des travailleurs vulnérables, donc travailleurs vulnérables, les jeunes. Le droit du travail s'est construit d'abord dans les premiers textes sur la question du droit du travail des jeunes, les travailleurs vulnérables, les salariés précaires,
sous CDD en intérim, les salariés à temps partiel, les étrangers qui ne parlent pas le français et qui ont plus de possibilités, de difficultés d'accès aux droits, etc. Sur ces différentes thématiques, une qui me semble particulièrement intéressante à mettre en exergue dans le contexte actuel, c'est la question de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, je voulais vous donner là-dessus quelques indicateurs chiffrés qui montrent bien les enjeux de l'inspection du travail aujourd'hui. Le graphique que vous pouvez voir présente l'évolution du nombre de salariés dans l'ensemble des secteurs entre 1955 et 2008. Les chiffres sont un peu vieux, mais les dynamiques restent présentes. Donc, ce qu'on peut constater sur ce diaporama, sur cette diapositive, c'est que en fait, la population active entre 1955 et 2008 a doublé. Elle est passée de 8 millions à 18 millions de salariés. Ça, c'est une première donnée qu'il faut mettre en relation avec la deuxième donnée qui est issue de la diapositive que je viens de mettre en place, qui montre, alors moyennant un peu plus de variation, que le nombre d'accidents du travail entre 1955 et 2005, qui se place dans une perspective au contraire descendante, même s'il y a des variations, puisqu'on passe en gros de 1 200 000 accidents du travail en 1965 à des accidents du travail de l'ordre de 700 000 en 2008. Donc, ces éléments statistiques peuvent nous conduire à nous dire que globalement, les accidents du travail, alors que la population de salariés a doublé, les accidents du travail ont quasiment, eux aussi, baissé de moitié. Donc, c'est une réalité, sauf que le tableau, alors c'est flou, je vous prie de m'en excuser, mais on peut quand même lire la quatrième ligne de ce tableau qui est issu des années 2010 à 2014, qui donne quand même des éléments suivants sur le nombre de décès, donc d'accidents du travail mortels. En 2010, 529 accidents du travail mortels. En 2011, 552. En 2012, 558. En 2013, 541. En 2014, 530. Donc, en gros, dans les années 2000 à 2017, puisque les chiffres après étaient à peu près du même ordre, on a entre 500 et 600 morts au travail tous les ans. Et c'est juste des accidents du travail mortels. Il y a bien sûr des accidents du travail graves, voire très graves, avec des personnes qui sortent de leur accident avec des lésions importantes, des traumatismes crâniens, des handicaps lourds, etc. Donc, ces éléments vraiment montrent l'enjeu très, très important de l'item sur la prévention des accidents du travail. C'est le vrai défi de l'inspection du travail aujourd'hui, faire baisser le nombre d'accidents du travail, et en particulier les plus graves. Donc, ces chiffres, en fait, se sont même aujourd'hui aggravés, puisque aujourd'hui, on a dépassé les 600 accidents de travail mortels en moyenne sur les 3 dernières années. Et vous avez dû entendre parler peut-être ce week-end d'une manifestation qui a eu lieu devant le ministère du Travail par les familles des victimes d'accidents mortels qui ont manifesté devant le ministère du Travail pour alerter l'attention du ministre sur ces décès et sur leur désarroi face à cette situation, sur la difficulté d'obtenir des réponses de la justice et sur quelle politique est mise en œuvre pour prévenir ces accidents du travail. Déjà l'année dernière, vous aviez un Libération en février 2022 qui avait titré en une, alors je ne peux pas voir si vous le voyez, mais je vais essayer de le mettre devant l'écran, la une de Libération, les accidents du travail, les morts invisibles, qui parlait déjà des 600 accidents du travail par an. Voilà, première priorité du ministère du Travail, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est l'enjeu, un des enjeux majeurs du métier d'inspecteur du travail aujourd'hui. Sur les autres thématiques, elles sont résumées un peu dans la diapositive. Donc, contribue à la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail, je viens d'en parler. S'assure du respect des règles relatives au contrat de travail, à la durée du travail, à la rémunération dans les entreprises. Contrôle les diverses formes de travail illégal et toutes les formes d'exploitation par le travail et participe par ailleurs à la mise en place d'importantes politiques publiques comme l'égalité professionnelle ou les non-discriminations. Enfin, au-delà de ces 4 priorités que j'ai indiquées, l'inspecteur du travail a une priorité qui est transversale,
c'est le développement du dialogue social dans les entreprises. Donc, à ce titre, l'inspecteur du travail est l'interlocuteur privilégié des salariés et des représentants du personnel, des membres des comités sociaux et économiques, des membres des CSSCT, Commission Santé, Sécurité, Conditions de travail dans les entreprises. Il veille à ce qu'elles soient mises en place et il veille à ce que les représentants du personnel aient la formation que la loi prévoit, qu'ils aient les prérogatives, les heures nécessaires à l'exercice de leur mandat, qu'ils aient les informations qui leur permettent d'émettre des avis utiles lors des réunions, qu'ils soient consultés sur les items sur lesquels ils doivent être consultés. Donc, il conseille et il veille aussi au bon fonctionnement du droit syndical et il peut être désigné à un médiateur dans les conflits sociaux, donc au cours de grève, si la situation le nécessite, si les parties reconnaissent l'inspecteur du travail comme légitime pour leur permettre de rediscuter alors que le dialogue est rompu, il peut être amené à intervenir dans ce cas de figure. Voilà sur les missions. L'inspecteur du travail bénéficie de prérogatives importantes pour exercer sa mission. J'en ai déjà un petit peu parlé au travers des exemples précédents, mais il bénéficie du droit d'entrée et de séjour, du droit d'entrée de jour comme de nuit dans tous les locaux ou dans toutes les structures dans lesquelles des salariés sont affectés au travail, et ce sans avertissement préalable. Il a le droit de se faire communiquer et présenter les documents qui sont rendus obligatoires par le Code du travail, la vérification de l'installation électrique, le registre unique du personnel, les bulletins de salaire, les documents de décompte de la durée du travail, tous les éléments permettant de vérifier que l'employeur a satisfait à ses obligations sur un certain nombre d'items. Il a le droit de recueillir les déclarations de l'employeur, de l'interroger, et il a le droit d'interroger les salariés, qu'ils soient représentants du personnel ou non, en présence de l'employeur ou hors de sa présence. Et pour mener à bien ces missions, c'est-à-dire faire progresser les situations concrètes de travail, il dispose d'outils juridiques, d'outils coercitifs qui vont d'un outil simple qui est la lettre d'observation et qui consiste à dire à l'employeur voilà ce que je constate, voilà pourquoi c'est pas conforme au droit et qu'est-ce que vous allez faire? Je vous demande de régulariser la situation et vous allez m'expliquer comment vous allez régulariser les choses, à des outils plus coercitifs, la possibilité de demander au DRETS de prononcer des amendes administratives, la possibilité de mettre en demeure l'employeur de faire un certain nombre de choses, la possibilité de demander des vérifications, par exemple, d'équipements de travail, la possibilité de relever les infractions par procès verbal. Et dans le cadre des formations, on apprend, et avec l'expérience, aux inspecteurs du travail à utiliser tous ces outils, au vu des enjeux, au vu des situations, déterminer quel est l'outil le plus pertinent dans la situation donnée et compte tenu des enjeux pour obtenir l'effectivité du droit. Donc, est-ce que je vais laisser du temps à l'entreprise pour se mettre en conformité et juste lui rappeler ses obligations et veiller à ce qu'elle le fasse, ou est-ce que la situation, les enjeux nécessitent que j'aille tout de suite sur des leviers plus coercitifs? Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur les profils recherchés et sur le métier d'inspecteur du travail. Quant aux modalités d'accès au métier d'inspecteur, ils sont de deux ordres aujourd'hui, le concours et le détachement. Donc le détachement, il est réservé à des fonctionnaires de catégorie A. Et en fait, le processus de sélection, alors qui se fait en ce moment, est assez léger puisque, en gros, les personnes postulent sur les postes disponibles. Ils envoient une CV, une lettre de motivation, un comité de sélection se réunit, on présélectionne des candidats qu'on voit à l'entretien, un comité de sélection est mis en place qui comporte la Direction Générale du Travail, la DRH, généralement une personne des services de la DRETS, du pôle travail de la DRETS et du service dans lequel la personne, le service qui recrute, et il détermine les candidats qui seront retenus. Autre voie qui existe et qui est la plus bien sûr importante numériquement, c'est le concours qui comporte en fait trois réalités, c'est-à-dire trois concours. Un concours externe, un concours interne et une troisième voie. Le concours externe, il est ouvert aux candidats qui sont titulaires d'une licence ou d'un niveau de diplôme équivalent. Le concours interne, il est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et qui justifient de 4 années de service public. Et le troisième concours, il est ouvert à des personnes qui ont exercé une activité dans le privé
et qui en fait ont au total 8 années de professionnels dans le privé ou 8 années professionnelles sur des mandats syndicaux ou électifs. Qu'est-ce qui est attendu des candidats? Il est attendu des candidats une solide culture en droit du travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est structurant, une épreuve commune aux 3 concours. C'est une épreuve de droit du travail qu'on va regarder par la suite, où il faut une solide culture dans le domaine. On attend aussi des principes déontologiques forts liés au service public, l'impartialité, la probité, l'intégrité. Voilà, savoir se positionner comme un agent public. Une capacité, ça rejoint ce que j'ai dit au tout début de ma présentation, à décider et à argumenter. Voilà, on est dans un paysage de droit administratif. Il faut prendre des décisions et il faut motiver ces décisions, être en capacité de justifier de ses choix. Ces éléments font aussi qu'il faut des qualités d'expression orale, le sens de l'écoute qu'on a vu au tout début, et écrite, puisque l'inspection du travail rédige des procès-verbaux, rédige des qui sont adressés au procureur de la République et qui sont en gros après dans les mains des magistrats qui décident des poursuites et des éventuelles condamnations des employeurs. Donc bien sûr, tout ça nécessite un niveau d'expression écrite plus que convenable. Une motivation, on en revient également là-dessus au premier item de ma présentation, qui est à la hauteur des difficultés d'exercice du métier. C'est un métier où il faut être persévérant et donc il faut être clairement motivé. Une appétence pour le travail collectif, puisque de plus en plus, on travaille au-delà de son petit périmètre, on travaille avec les autres pour agréger les compétences des uns et des autres. En termes de prévisionnel et de date, pour être très concret, vous avez la diapositive qui vous indique les éléments. Il y a bien 200 postes ouverts à ces 3 concours, donc tout cumulé. Je ne saurais pas vous faire le détail. Je peux aller le chercher de qu'est-ce qui est ouvert au concours interne, externe, de 3e voie, combien de places sont disponibles. Les inscriptions se font dès maintenant, puisqu'elles ont été ouvertes le 1er mars et elles finiront le 3 avril. Les épreuves écrites se dérouleront au mois de juin. Les épreuves orales, si on est admissible, à partir du 13 novembre. Les résultats sont prévus pour la fin novembre, avec une entrée en formation au 1er février 2024. Sur les différents concours, ils ont la même similarité. Je vais peut-être commencer par ça, comme ça, ça vaudra pour les 3 concours. C'est une épreuve de droit du travail, des connaissances solides en droit du travail. Donc, c'est le milieu, une épreuve de 4 à 5 questions à réponse courte sur la diapo, ou de cas pratiques dans le domaine du droit du travail et du droit social européen. Donc là-dessus, les annales sont intéressantes. En 2021, les candidats ont dû répondre sur ce sujet-là au sujet suivant, les questions courtes suivantes. 2021, le principe d'indépendance de l'inspection du travail et l'autorité hiérarchique s'oppose-t-elle? Comment s'exerce le droit de retrait? Quels sont les moyens mis à disposition de l'employeur pour assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes? Et un cas pratique où on mettait en situation le candidat sur la gestion du risque Covid dans l'entreprise. Donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est qu'on cherche à avoir un minimum de connaissances en droit du travail, mais des connaissances qui sont quand même en lien soit avec des questions qui traversent l'inspection du travail, l'indépendance, l'obéissance, c'est des questions, des problématiques qui traversent le corps de l'inspection du travail. Donc, est-ce que le candidat s'est un minimum renseigné sur ces problématiques? Est-ce qu'il a eu un peu de choses là-dessus? Est-ce qu'il est capable d'avoir une idée? Des questions qui concernent des politiques prioritaires, donc le droit de retrait, la santé et sécurité au travail, l'égalité femmes-hommes, je vous ai dit que c'était aussi parmi les priorités du ministère. Voilà, est-ce qu'il s'est renseigné sur des éléments, ces éléments-là? Et puis, la projection à travers un cas pratique où on ne demande pas d'avoir l'expérience et les connaissances d'un agent de contrôle, mais déjà quelques éléments sur comment il procéderait, quelle serait sa méthode et comment il procéderait. En 2022, j'ai plus des questions en 2022, mais c'était des questions similaires. C'était citer les infractions principales en matière de travail dissimulé. Et un cas pratique sur les questions d'un contrôle travail dissimulé dans les hôtels, cafés, restaurants. L'autre épreuve du concours externe, c'est une composition avec ou sans dossier sur un sujet contemporain d'ordre général sur la place des pouvoirs publics et sur les grands sujets, les grands domaines d'intervention publique. Les annales vous montrent là-dessus que les questions posées en 2021, les sujets, c'était les pouvoirs publics et les personnes vulnérables.
En 2022, comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale? Donc des questions qui sont liées au pouvoir public, le rôle de l'État et la question sociale. Ça peut aller au-delà, mais voilà, les deux dernières années, c'était ça. Et au choix des candidats, pour le concours externe toujours, une composition avec ou sans dossier sur une matière parmi les suivantes: droit public, droit privé, économie de l'entreprise, politique de l'emploi et politique sociale, santé et sécurité au travail, ergonomie et organisation du travail, sciences de la matière ou de la vie. Donc tout ça aussi pour prendre en compte différents profils. On a beaucoup de juristes parmi les inspecteurs du travail, mais c'est très intéressant d'avoir des personnes qui ont des profils différents et qui sont à même d'apporter cette plus-value sur ces sujets-là. Le concours interne, il est très similaire, avec tout de même comme différence que la partie, on va dire, culture générale, c'est-à-dire la première épreuve, n'est pas une rédaction sur, comme je vous l'ai dit, le rôle des pouvoirs publics, etc. C'est une note de synthèse, forcément, qui se rattache à des questions sur le travail, l'emploi, la formation professionnelle et qui permettent de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat et son aptitude à dégager des solutions appropriées. Sinon, les autres épreuves sont les mêmes et les annales sont les mêmes sujets que pour le concours externe. Le troisième concours, c'est la rédaction d'une note, la même épreuve que pour le concours interne, sur la partie, on va dire, que j'appellerais culture générale, et l'épreuve de droit du travail avec les 4 à 5 questions qui sont les mêmes que pour le concours interne et externe. Et il n'y a pas de petites matières de type droit civil, droit privé, droit public ou autre. Voilà pour les épreuves du concours. Sur le terrain de l'admissibilité, si on satisfait aux conditions, on a les notes qui correspondent pour être admissible, on passe des oraux. Des oraux où il y a 3 épreuves orales, une mise en situation individuelle à partir d'un sujet tiré au sort et qui est suivi d'un entretien individuel où il s'agit de projeter directement le candidat dans l'exercice de son métier ou des fois de situations un peu analogues et voir un peu comment, à travers la description d'une situation, sa méthodologie, comment il procède, comment il analyse, comment il se projette dans l'exercice. Ça peut être des sujets inspection, ça peut être des sujets plus larges parfois sur est-ce qu'il arrive à se comporter comme un cadre A de la fonction publique sur un certain nombre de sujets. Un entretien avec le jury, deuxième épreuve, qui a le plus gros coefficient, qui permet d'évaluer les capacités et la motivation du candidat ainsi que ses aptitudes relationnelles pour devenir inspecteur du travail. Donc là, on va tester, le jeu entretien avec le jury va tester la motivation, la capacité à se projeter dans un poste de cadre A de la fonction publique et à exercer effectivement ses missions. Et il s'agit aussi bien entendu d'expliquer la cohérence de son parcours, les changements de cap et en quoi tout ça est cohérent et fait qu'on a envie de devenir inspecteur du travail. Ensuite, plus marginalement, il y a une petite épreuve de langue avec un coefficient très petit où on choisit une langue pour une épreuve de conversation sur différents sujets tirés au sort. Pour préparer les concours, le concours peut être préparé de façon autonome, mais voilà, ça demande vraiment de s'y plonger sérieusement, vu tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a 2 dispositifs dont je voulais quand même vous parler. C'est la plateforme Facilité. La plateforme Facilité, donc, elle est mise en place par l'Institut national du travail, par le ministère du Travail et l'Institut national du travail, qui est le lieu de formation des inspecteurs du travail, et qui permet en ligne de s'inscrire et d'avoir accès à une préparation à distance avec mise à disposition de contenu, d'annales. Alors, j'y ai pas accès, mais je sais que quand j'ai passé le concours il y a quand même longtemps, on avait y compris l'accès via Internet aux meilleures copies sur les épreuves des années précédentes, et c'était intéressant de voir un peu quels pouvaient être les attendus. Donc, c'est à mon avis, quand on prépare le concours en autonomie, vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et il y a un autre dispositif qui existe qui s'appelle la Prépa Talent, donc qui est un dispositif à destination des étudiants et des demandeurs d'emploi qui sont méritants au regard des obstacles qu'ils ont pu rencontrer dans leurs études. Et là, ils sont formés pendant 6 mois à une préparation au concours
à l'Institut national du travail, où ils sont formés par des inspecteurs du travail, des professeurs, des personnels de l'INT, mis en place par l'INT, vont leur expliquer, les aider à préparer le concours d'inspecteur du travail. Je vais un peu vite pour me permettre d'avoir quand même le temps de vous présenter la scolarité. Donc, une fois qu'on est admis au concours d'inspecteur du travail, on a une formation qui se divise en deux périodes. Une période de tronc commun de 12 mois, pendant laquelle on a le statut d'inspecteur élève et pendant laquelle on alterne des formations théoriques à l'Institut national du travail ou dans les centres interrégionaux de formation théorique qui sont faits par des inspecteurs du travail et parfois d'autres intervenants, et des stages dans les services déconcentrés où on est confronté à des situations concrètement au métier, et donc c'est une alternance entre des stages et des formations pour apprendre son métier. À l'issue de ces 12 mois, et si on satisfait aux évaluations qu'il y a lieu pendant la formation, on est préaffecté. Donc là, on vous dit le poste sur lequel vous allez atterrir, le lieu sur lequel vous allez atterrir, et cette préaffectation, on devient inspecteur stagiaire, et on alterne à nouveau les formations et les stages, mais des stages en vue du poste qu'on va occuper par la suite. Parmi les questions sur le statut pendant la formation, les inspecteurs élèves du travail sont rémunérés pendant la formation, donc pendant la partie pendant laquelle ils sont inspecteurs élèves, soit les 12 premiers mois de la formation. Ils reçoivent une rémunération nette mensuelle d'environ 1 568 € sur les 12 premiers mois, à laquelle s'ajoutent des indemnités de stage et les éventuels suppléments familiales de traitement. Et lorsqu'ils deviennent stagiaires, soit à l'issue des 12 premiers mois et pendant les 6 derniers mois de la formation, la rémunération passe dans les 2049 € net. Donc ça, c'est pour un peu tout un chacun, sachant que l'hébergement pendant les formations, les inspecteurs élèves du travail sont hébergés gratuitement par l'Institut national du travail, donc ils disposent en fait de locaux pour héberger les inspecteurs qui viennent en formation et les inspecteurs élèves du travail. Et les repas font l'objet d'une indemnisation. Pour les personnes qui viendraient du privé, il n'y a pas de reprise d'ancienneté. Mais pour les personnes qui viendraient du public, il y a bien sûr une reprise d'ancienneté, puisque durant la scolarité, les personnes qui viennent de la fonction publique pourront opter pour le traitement auquel ils auraient eu droit dans le corps d'origine, et à un classement dans le grade d'inspecteur du travail qui se fait à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui que l'agent public avait précédemment. En plus, pendant la scolarité, pour les personnes qui viennent du public, les primes d'activité et puis après les questions d'IFSE sont mises en place. Quelques éléments sur la rémunération. Donc, une fois titularisé, si on parle d'un inspecteur du travail qui n'a pas de reprise d'ancienneté, qui est un étudiant qui aurait le concours en externe ou quelqu'un qui aurait le concours en externe, il va percevoir une rémunération nette mensuelle d'environ 2 150 € avec les variations que vous voyez sur la diapo selon les affectations et les primes de résidence, sachant que la rémunération moyenne brute d'un inspecteur du travail au dernier échelon est de 4 270 € et celle d'un directeur adjoint du travail en début de grade est de 3 520 € et au dernier échelon de 4 900 €. Et ben, j'ai tenu mes 40 minutes. Et voilà, bon, pour en savoir plus, vraiment aller regarder sur Internet. Ce dispositif facilité est vraiment intéressant dans l'optique de passer le concours. Et je vais enlever mon diaporama pour vous laisser la parole ou permettre à Madame Malherbe de m'indiquer les questions qui ressortiraient du chat. Je vous remercie. Merci, Monsieur Perrin, pour cette présentation du métier de l'inspecteur du travail. Il y a eu quelques questions, effectivement, au fil de votre présentation, donc je vais les reprendre. Il y a notamment des questions qui portent, on va dire, au sens large sur l'égalité femmes-hommes, pour savoir notamment comment aller aborder dans le métier d'inspecteur du travail. Et quand on parle d'égalité femmes-hommes, il y a également les questions un peu plus d'actualité avec tout ce qui porte sur le harcèlement au travail.
Donc ça, c'est une première question. Mmh. Je vous laisse y répondre et puis éventuellement, je vous donne des questions suivantes. Tout à fait. Alors, l'égalité femmes-hommes au niveau du Code du travail, il y a deux dispositifs particuliers qui sont mis en place, en plus de l'interdiction des discriminations et de l'interdiction de harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Mais il y a deux outils qui existent aujourd'hui. De longue date, de longue date, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, il y a l'obligation pour les entreprises de mettre en place des accords collectifs, ou à défaut d'accords collectifs avec l'employeur et les délégués syndicaux, un plan unilatéral qui, en gros, expose la situation de l'entreprise, le diagnostic de l'entreprise sur la question des rémunérations, de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et qui détermine des actions qu'ils vont entreprendre à la fois sur le terrain du recrutement, sur le terrain des promotions, sur le terrain de l'accès à la formation, sur tout un tas d'items qui sont obligatoires. Donc les entreprises, en fait, elles ont une obligation de négocier un accord, et à défaut de trouver un accord, elles déterminent elles-mêmes un plan d'action, mais qu'elles doivent mettre en place, et tous les ans, lorsque c'est un plan d'action, en adopter un nouveau, et tous les 3 ans, renégocier sur le sujet. Donc là, en fait, c'est un sujet de négociation administré qui est suivi par nos services pour déterminer si, sur cet item, l'entreprise satisfait à ses obligations. Il y a un outil depuis plus récemment qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle l'index. L'index sur l'égalité professionnelle, qui en gros prend différents paramètres et il est demandé aux entreprises de mouliner leurs données sur un certain nombre de paramètres qui permettent de leur donner une note sur différents items, sur des questions justement d'égalité salariale, sur des questions de postes d'emploi féminin, quelles sont les plus hautes rémunérations, etc. Il y a tout un tas de données qui sont agrégées et qui vont permettre de donner une note à cette entreprise, et qui vont, pour les services de contrôle, être intéressants parce qu'on a accès à ces notes. Ces entreprises doivent les publier sur Internet, doivent les déposer sur une plateforme spécifique du ministère du Travail, et à travers de cette note, on peut avoir des éléments très concrets sur un ciblage d'entreprise, sur entre une entreprise qui a 99 sur 100, donc qui a priori, ces indicateurs montrent que l'égalité salariale n'est pas un sujet dans cette entreprise. On va en avoir une qui, par exemple, a 58, et donc ça veut dire qu'on peut être amené à aller la voir pour creuser pourquoi vous n'avez pas mis en place, pourquoi vous êtes à cette note-là, comment vous l'analysez, quels éléments vous mettez en place pour progresser, et voir, déterminer s'il n'y a pas des infractions déterminées. Par exemple, dans les éléments indicateurs, il y a 5 indicateurs, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais un des indicateurs très importants qui existe dans cet item et qui est un peu une infraction en lui-même, c'est la question des augmentations de salaire pour les femmes en retour de congé de maternité. Est-ce qu'on leur a appliqué les augmentations de salaire que les autres ont eu ou pas? Et ça, c'est une note, c'est un indicateur qui est noté sur 15. Donc, soit on n'est pas concerné parce qu'on n'a pas eu de congé maternité, l'entreprise n'a pas eu de congé maternité pendant la période annuelle en cause, et dans ces cas-là, elle est non concernée et l'item n'a pas à être regardé, mais cet item, soit elle a 0, ça veut dire qu'elle n'applique pas ces augmentations de salaire pour les femmes qui reviennent de congé maternité, et c'est en soi une infraction. Donc là, voilà, on a des éléments pour cibler et pour essayer d'aller sur des infractions, essayer de faire évoluer via la négociation collective le sujet, mais aussi des possibilités via cet index de cibler les entreprises qui posent souci à ce niveau-là et de faire des enquêtes qui montrent potentiellement des infractions. Merci, Monsieur Perrin, pour cette réponse complète. Après, il y a eu des questions qui tournent autour de l'environnement du métier d'inspecteur du travail, notamment s'il a la possibilité de faire intervenir des tiers experts du type ergonome, médecin du travail, ou des ingénieurs s'il y a des accidents du travail qui requièrent une certaine expertise, et puis éventuellement s'il y a des liens, puisque vous évoquez également les accidents du travail qui peuvent être mortels, les passerelles entre les métiers, on va dire, d'inspecteur de police et d'inspecteur de travail. Voilà, c'est une question plus large sur l'environnement du métier. Bien sûr. Oui, c'est très important. Alors, d'autant que les sujets santé-sécurité, bon, j'ai bien montré que c'était je pensais bien insister sur le fait que c'était un vrai enjeu, mais ça fait souvent peur à des... Voilà, au départ, moi, je suis un juriste, je n'ai pas du tout de connaissances
particulière sur ces sujets-là. Donc en interne, on a des ressources, c'est-à-dire qu'au niveau, donc l'organisation services déconcentrés départementaux, on met des DETS, au niveau de la direction générale, c'est des DRETS, et au niveau de la DRETS, il y a une espèce de pool, un service qui est chargé de la santé et sécurité au travail, qui contient des médecins inspecteurs du travail qui chapeautent les différents services de santé au travail dans les départements, et on a un pôle d'ingénieurs qui est là pour nous apporter leur expertise sur tout un tas de sujets, le risque chimique, l'amiante, voilà, des questions de santé et sécurité au travail à qui on peut remonter nos questions lorsqu'on en a et avoir une expertise technique, mais qui, dans un certain nombre de cas, on peut leur demander de venir avec nous pour faire des contrôles sur des sujets sur lesquels on ne se sent pas à l'aise. Donc voilà, un peu soit on sous-traite, on ne peut pas les mobiliser tout le temps pour faire des choses qui relèvent de la base de notre métier et avec un peu d'expérience, on pourra se débrouiller. Mais voilà, on peut les solliciter pour nous aider sur des problématiques un peu plus complexes. On travaille sur ces sujets-là aussi avec la CARSAT. Alors, selon les départements et le relationnel entre les services, mais voilà, on est sur des missions tout à fait conjointes, comparables, sur la partie santé-sécurité au travail, avec des outils coercitifs différents qu'on peut allier ou qu'on peut aussi avoir des stratégies de c'est plutôt l'inspection qui va s'en occuper, c'est plutôt la CARSAT, parce que la CARSAT, elle peut notamment mettre des injonctions. L'injonction, ça consiste à dire à une entreprise, en fait, les entreprises ont des tarifications sur sur leur risque accident du travail en fonction du secteur d'activité, etc. Mais lorsque l'entreprise, elle a beaucoup d'accidents du travail et que cette entreprise ne met pas en mesure les mesures de prévention qui s'imposent, la CARSAT peut dire, écoutez, au vu de la situation, tant que vous n'aurez pas mis en place telle mesure, j'augmente votre cotisation sur les accidents du travail. Et voilà. Et en plus, eux sont sur des profils beaucoup plus techniques par leur voie de recrutement, ce qui fait qu'on a aussi des échanges sur différentes problématiques. Les services de santé au travail, donc les médecins du travail, on travaille aussi avec eux, mais eux, ils sont dans un rôle un petit peu différent de par la loi, à la fois d'alerte de l'employeur et de conseil. Et des fois, il faut choisir les bons sujets sur lesquels travailler avec eux. On a beaucoup de relations avec eux et beaucoup d'échanges, mais ils ne sont pas toujours très à l'aise du fait de leur fonction sur des contrôles qui peuvent rentrer, sur lesquels on peut brandir des outils coercitifs. Mais ça, c'est des questions de positionnement, c'est normal, c'est légitime, il faut juste choisir un peu les thématiques. Par ailleurs, par rapport avec qui on travaille en termes d'environnement institutionnel, oui, on a des relations de plus en plus approfondies avec les services de police et de gendarmerie, avec l'URSSAF, avec les impôts, la BCR, on appelle le service d'enquête des impôts, sur tout un tas de sujets sur lesquels on communique, on mène des contrôles conjoints, par exemple sur les questions de travail dissimulé, de traite des êtres humains, on travaille beaucoup avec eux, et sur la partie enquête accident du travail, on est alerté par les gendarmes sur des accidents du travail graves et mortels, et auparavant, on menait 2 enquêtes distinctes qui remontaient auprès du procureur et qui joignaient les dossiers et essayaient d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif qui existe et qui s'appelle la cosaisine et qui nous permet de travailler ensemble sur la même enquête et de chacun envoyer nos suites, mais que ce soit dans le même dossier. Mais donc, ce qui fait qu'on se communique des pièces, des photos, des procès-verbaux d'audition des témoins, des procès-verbaux d'audition des mises en cause, et on est amené à travailler ensemble sur les enquêtes accidents du travail beaucoup. Merci, Monsieur Perrin. Il y a eu d'autres questions qui portaient plutôt sur les conditions et les voies d'accès pour devenir inspecteur du travail. Donc, si vous pouvez bien confirmer que par voie de détachement, c'est possible. Et des personnes se sont interrogées également sur les zones d'affectation, s'il était utile, opportun de les mettre éventuellement dans l'acte de candidature, s'il y avait des limitages pour postuler sur les postes en tant qu'inspecteur du travail. Et puis des questions plus pratico-pratiques sur le volume d'heures qui doit être, qui est demandé en fait à l'inspecteur du travail, et d'autres conditions encore plus matérielles, c'est quand quand l'inspecteur du travail reçoit le public, s'il y a des locaux qui sont dédiés à ça, ou s'il y a plus spécifiquement des personnes qui sont dédiées à recevoir en fait les usagers et leurs demandes.
D'accord. Alors, sur cette première question, notre organisation, donc dans les deux missions, le contrôle de l'effectivité du droit du travail et donner les informations et renseigner le public, je vous disais, on a deux services différents. Donc, un service renseignement qui s'occupe de renseigner le public et un service de contrôle qui s'occupe du contrôle. Mais donc en fait, c'est surtout les services renseignement qui reçoivent. Eux, leur travail consiste essentiellement à recevoir des appels téléphoniques, à recevoir des mails, à donner des réponses à des mails, à recevoir les salariés et les employeurs en présence. Mais reçoit aussi du public parce que, par exemple, les représentants du personnel, c'est pas le service renseignement qui va leur apporter des renseignements. Pas seulement en principe pour parler de lui, et il vient pour parler du collectif de travail, des problématiques rencontrées dans l'entreprise, et ça c'est une source d'information importante. Il est vraiment important que l'inspecteur du travail puisse dialoguer avec le représentant du personnel, et en plus les questions qu'il va être amené à poser sur justement le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, l'inspecteur du travail qui a en charge cette mission-là est beaucoup plus à même de la donner, l'information, qu'un agent des renseignements qui va plus être sur des questions individuelles, sur est-ce que j'ai le droit de ci, est-ce que j'ai le droit de ça, est-ce qu'on peut m'imposer ci, est-ce que c'est normal si je suis averti de mon emploi du temps qu'à la dernière minute, alors que je suis à temps partiel, que je le suis parce que j'ai des enfants à m'occuper, etc., ou je ne sais quoi. Donc, il y a la réception du public pour les deux et on a des locaux adaptés. Alors, les locaux, il y a des technologies des plaques en termes de locaux, mais oui, on doit avoir une organisation qui permet de recevoir les usagers en toute confidentialité. Parce que une des choses dont je n'ai pas parlé en termes de déontologie, les obligations déontologiques très importantes, c'est la discrétion aussi, pas seulement la probité, etc., et la confidentialité, puisque la Convention internationale du travail sur le sujet prévoit qu'on doit s'abstenir de dire qu'on intervient suite à une plainte. Donc tout est confidentiel. Sur les autres questions, le détachement, est-ce qu'il faut postuler partout ou est-ce qu'il faut plutôt flécher les affectations, c'est ça la question? Oui, oui, de toute façon, le dispositif du détachement, il est fait par rapport à des offres d'emploi. C'est-à-dire que les offres sont diffusées sur la PEP, là elles le sont en principe depuis le 1er mars, et on postule à ces offres, on postule à des offres déterminées. Donc, on ne postule pas partout. On postule si votre sphère de mobilité, c'est tel département, tel département, tel département, ben vous pouvez ne postuler qu'à 3 postes. Voilà, c'est vraiment un système où on postule à un poste. On peut postuler à plusieurs postes si notre périmètre de mobilité géographique est important. On peut postuler sur toute la France, à tous les postes en France si on s'en fiche de où on atterrit, mais si on est, du fait de ça, ces problématiques personnelles, on est intéressé que si c'est là ou là, il faut voir dans la PEP les postes disponibles. Aujourd'hui, il y a marqué ouvert à la voie du détachement sur les postes qui sont ouverts à la voie du détachement et sélectionner les postes qui sont susceptibles de convenir sur le terrain des affectations géographiques. Sur le terrain des horaires, on est des agents publics, on est à 7h42 par jour, donc avec un dispositif de crédit débit et de RTT. On a des vacances exactement, mais comme la plupart des agents publics, 5 semaines de congés payés, 15 jours de RTT, la semaine d'hiver. Donc voilà, on a des droits à congés alliés avec des RTT qui sont un peu les mêmes que ceux de l'ensemble de la fonction publique. Il faut essayer de faire tenir tout ce qu'on a à faire dans les 7h42, mais bon, bien sûr, il y a des périodes où on excède, il y a des périodes où on diminue, et puis il y a des périodes où c'est calme, il y a des périodes où c'est dense, et c'est des choses qui se jugulent, voilà. Puis bon, comme dans beaucoup de prises de poste, il y a forcément au début, même si le droit c'est les 7h42, il y a un investissement important à faire, mais qui n'est pas forcément à faire au détriment du droit au repos auquel les inspecteurs du travail sont aussi attachés pour eux-mêmes.
Merci, Monsieur Perrin. Il y avait d'autres questions qui portent plutôt sur l'exercice même du métier. Il y a eu des questions qui portaient, une personne qui s'interrogeait sur le fait de savoir s'il y avait des entreprises qui préféraient malgré tout payer des amendes plutôt que de mettre leurs locaux aux professionnels aux normes. Et ensuite, il y avait des questions pour savoir dans l'exercice de votre métier si vous étiez confronté, à l'instar des enseignants ou du personnel hospitalier, aux problèmes d'incivilité des usagers. D'accord. Oui, pour la première question, oui, on a bien sûr des employeurs retors qui, même si on met en, en place les leviers coercitifs adaptés pour les essayer de les contraindre à mettre les choses en place, ne le font pas. Là-dessus, on n'a qu'un seul outil qui nous permettrait d'aller plus loin, qui est un outil juridique qui s'appelle le référé, c'est-à-dire c'est pas très utilisé, mais c'est le genre de cas où ça pourrait l'être. C'est des situations dans lesquelles en fait on demande au juge, en lui faisant en gros une requête en référé, comme ferait n'importe quel citoyen dans sa vie. Voilà, on vous demande, monsieur le juge, voilà nos constats sur cette situation de travail dans telle entreprise, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Alors bien sûr, c'est limité à certains champs, c'est limité à des situations qui le justifient, mais où on demandait au juge de ordonner l'arrêt de l'activité de l'entreprise tant que ces choses-là ne seront pas faites, d'ordonner des mesures précises, et tout ça sous astreinte. Ça veut dire que tant que la personne ne met pas ça en place, elle paye. Donc ça, c'est le type d'outils qu'on peut avoir dans ce genre de situation où on est confronté un peu à nos derniers retranchements. Mais oui, c'est une question très intéressante qui est posée. C'est la sanction, c'est pas l'effectivité. Voilà, le but de l'inspecteur, c'est l'effectivité du droit. Bien sûr que la sanction a à voir avec la question de l'effectivité, puisque parfois c'est pas juste la bonne volonté des gens, c'est la crainte de la sanction, la peur du gendarme, la crainte des amendes qui fait que les situations évoluent. Mais mettre une sanction, ça n'a pas forcément pour corrélation la mise en effectivité des situations par rapport au droit. Donc oui, on a bien sûr ce genre de problématiques. Des problèmes d'incivilité, oui, on a des phénomènes d'incivilité qu'on peut avoir. On fait une mission de contrôle, donc on n'est pas forcément les bienvenus. Le droit d'entrée est quelque chose qui peut être très mal vécu par certains employeurs, en particulier dans les petites entreprises qui ont une dimension patrimoniale. Pour eux, ils vivent ça comme une violation du droit de propriété. Donc, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, bien entendu, mais voilà, ces choses-là sont relativement quand même marginales dans l'activité. Et voilà, il est fait en sorte que lorsque ces choses se passent, voilà, il y a toute la solidarité du ministère du Travail en général, c'est-à-dire quand ces choses se passent, vous avez le directeur général du travail ou son adjoint qui vous appelle limite en direct pour prendre de vos nouvelles, pour vous dire que tout va être mis en œuvre pour que ces faits soient réprimés, etc. Mais bon, voilà, on exerce certaines attributions qui peuvent nous exploser, mais bon, il y a aussi des questions de positionnement, d'arriver à temporiser. Après, on n'est jamais à l'abri, comme dans toute fonction, de tomber sur quelqu'un qui soit est de cette nature, soit dans une circonstance particulière, sort de ses gonds. Merci, Monsieur Perrin. Il y a une dernière question qui a été posée. Une personne voulait savoir si la DREX remplissait ses obligations de recrutement d'agents BOE, le seuil des 6%. Excusez-moi, je connais pas cette obligation en particulier. Si vous pouvez me traduire, si la personne qui a posé la question. Alors, je sais, j'en ai pas parlé, mais il y a une voie de recrutement spécifique pour des publics, des candidats travailleurs handicapés qui existent et qui permet notamment, voilà, c'est un concours, c'est un mode de recrutement différent. Et ça, je peux trouver les éléments et puis les communiquer. Je suppose que vous avez les adresses mail des personnes qui ont assisté au webinaire, Madame Malherbe?
Oui, la quinzaine de l'emploi est effectivement un phénomène qui permet de savoir. Je peux retrouver ce dispositif, là, ce concours-là. J'ai des éléments quelque part et vous les adressez et portez à les communiquer aux ensembles des personnes qui ont assisté au webinaire. Après, je crois que pour avoir des renseignements, pour rentrer comme inspecteur du travail, vous avez mis la dernière slide où on voit que pour avoir plus d'informations, on peut aller consulter le site travail-emploi.gouv.fr ou simplement aussi prendre contact avec l'adresse région Centre-Val de Loire qui permettra d'apporter des éclairages dont les personnes ont besoin. Tout à fait. Là, déjà, rien que sur le site du ministère du Travail, sur le concours, sur les conditions pour concourir, les précisions que j'ai pas pu apporter ou les questions qui se poseraient, il y a beaucoup de choses. Et y compris, je vous ai dit, voilà, les annales, si vous n'avez pas pu noter, il y a l'ensemble des annales sur 2021-2022 qui sont disponibles. Il y a le rapport du jury, souvent des années antérieures, qui sont très intéressantes pour comprendre pourquoi les candidats qui se sont présentés pour eux dans la majorité ne faisaient pas l'affaire, ce qui aide à se dire bon bah c'est quoi, qu'est-ce qui est attendu. Il y a même la grille d'évaluation de l'oral qui est disponible sur internet, là du grand oral, l'entretien avec le jury, où en fait on a exactement en toute transparence ce sur quoi les différents items sur lesquels le candidat va être apprécié et qui permet de se projeter dans l'exercice de façon beaucoup plus intéressante. Merci, Monsieur Perrin. Je me permets, moi, de répondre directement à une personne qui a posé la question. Vous pouvez retrouver des offres d'emploi qui sont diffusées par voie de détachement en allant sur le site Choisir le service public, la PEP, la place de l'emploi public. Et là, vous retrouvez des offres d'emploi qui ont été diffusées par les régions, par les départements. Une dernière question, et puis après, je pense qu'on pourra arrêter. Il y a une personne qui demande si, parce qu'il y a des webinaires nationaux qui sont proposés également pour présenter les métiers de l'inspecteur du travail, souhaitait savoir si le webinaire de ce soir qui est prévu à 18h est identique à la présentation que vous venez de faire à l'ensemble des participants cet après-midi. Je sais pas trop. J'ai entendu parler d'un webinaire pour aujourd'hui national par la DGT sur le détachement. Et dans ces cas-là, je suppose qu'il est particulier, qu'ils vont plus aller sur ce sujet-là. Mais est-ce que c'est ces webinaires-là dont il est question? Je suis pas sûr. Donc, à mon avis, c'est pas la même chose. C'est pas moi qui le fais, donc je sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais c'est un webinaire national qui ira je pense plus dans le détail sur le détachement, comment ça se passe, la procédure, les dates, le calendrier, et puis peut-être présenter aussi le métier, mais différemment. Et vous aurez autant d'inspecteurs que de façons de vous présenter le métier, et les différents points de vue sont très complémentaires. Eh bien, merci, Monsieur Perrin, pour cette conclusion. Il y a autant de façons d'être un inspecteur du travail, et je pense qu'il y aura peut-être plus d'éléments, en tout cas, sur la voie du détachement ce soir dans le webinaire national qui est prévu à 18h. Est-ce qu'il sera possible de récupérer la présentation? Je pense en tout cas que le webinaire là de cet après-midi est enregistré, donc vous pourrez le revisionner et on verra comment on peut effectivement donner accès aux documents de présentation de Monsieur Perrin, que je remercie chaleureusement pour cette présentation des métiers d'inspecteur du travail en service d'inspection du travail. Mais merci à vous. Merci à vous tous. Merci de votre attention. Bon courage à vous, au revoir. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres conférences qui sont diffusées dans le cadre de la 15e de l'emploi public, à la fois des conférences et à la fois des initiatives qui sont proposées par les différents employeurs publics, et notamment l'adresse, par exemple, proposera, et ça fait écho à une des questions qui ont été posées en début d'après-midi, il y aura le parcours de femmes pour bien montrer toute prise en compte de l'égalité femmes-hommes, est aussi un enjeu pour la fonction publique dans son ensemble. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à très bientôt.